Bonjour les terminales. Donc j'espère tout d'abord que votre stage s'est bien passé. Comme vous avez pu le constater, mercredi j'étais en formation et jeudi, grève. Impossibilité pour moi de se déplacer. Je sais que ça remonte à loin maintenant, vu qu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Donc on parlait de la construction de l'Union européenne en histoire. Chapitre important, parce que vous le savez, l'Europe, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été unie durant toute son histoire. Songez à la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Allez hop, bilan un peu plus de 70 millions de morts. La facture était assez salée. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Européens décident finalement de s'unir. Alors je disais, il y avait trois grandes principales étapes qui ont conduit jusqu'à l'Union européenne, structure à laquelle nous sommes intégrés aujourd'hui. Alors, ces étapes, la première de toutes, ça a été la création d'une communauté économique du charbon et de l'acier. Communauté, européenne du charbon et de l'acier. La CECA. Elle a été créée en 1951 par un homme qui s'appelait Robert Schuman, un grand Européen convaincu. Et elle avait pour but de partager toutes les ressources en charbon et en acier pour reconstruire l'Europe dévastée après la Seconde Guerre mondiale. Le but, c'était de créer une solidarité commune pour forcer les Européens à s'unir. Cette CECA a réuni 6 pays, ce qu'on a appelé les 6 pays membres fondateurs de l'Union européenne. La France, l'Allemagne de l'Ouest, rappelez-vous, c'est la guerre froide, l'Allemagne est coupée en deux, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et enfin, sixième, l'Italie. Ça a été un succès. Donc je vous invite à reprendre vos fiches d'activité à présent, puisque nous avons abordé la deuxième étape qui est la CEE, donc Communauté économique européenne 1957. Les pays européens, membres de la CECA, mettent en commun toutes leurs ressources. Enfin, troisième étape de cette construction de l'Union européenne, ça a été déterminant, c'est 1992. Alors, j'insiste dessus, si vous devez retenir une seule date, une seule, de ce chapitre, c'est celle-ci, 1992. Pourquoi? Parce que c'est la date de la signature d'un traité, le traité de Maastricht. Je vous demande de vous référer à la page 4 de votre fiche d'activité que je vous envoie sur École Directe et on reprend le fil de notre activité ensemble. Alors Maastricht, vous allez me dire pourquoi? Pourquoi c'est important? Eh bien c'est important pour trois grandes choses. Premièrement, c'est seulement à partir de ce moment qu'on parle d'Union européenne. Avant, on parlait de communauté économique européenne. Là, on parle d'Union européenne. Quelle est la différence? Tout simplement, on décide de créer des institutions politiques communes, comme la création d'un Parlement européen, l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous, qui vote les lois applicables à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Deuxième grande innovation de ce traité de Maastricht, c'est la création d'un espace sans frontières. Cet espace de libre circulation s'appelle l'espace Schengen. Le nom d'une petite ville au Luxembourg où a été signé ce traité. Enfin, troisième grande innovation, et c'est celle que vous pouvez constater quasiment tous les jours, eh bien c'est tout simplement la création d'une monnaie unique européenne, monnaie commune, l'euro. Avant on a décidé de l'appeler l'écu, ça ne le faisait pas trop au niveau nom, donc l'euro. Cet euro a donc été décidé par le traité de Maastricht en 1992, mais ce n'est seulement qu'en 1er janvier 2002, 10 ans plus tard, que l'euro a été mis en circulation. Donc vous voyez, une étape déterminante ce traité de Maastricht, puisque désormais, il y a trois grandes choses qui ont bouleversé notre quotidien. Enfin, c'est un peu anecdotique, mais on peut rajouter peut-être une quatrième petite chose qui est la création d'une citoyenneté européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en étant citoyen français ou citoyen d'un autre pays membre de l'Union européenne, vous êtes également citoyen européen. Ça vous ouvre certains droits, comme le fait de posséder gratuitement, si vous en faites la demande, une carte d'assurance maladie européenne qui vous permet de voyager un peu partout dans l'Union européenne. Et enfin, le droit de voter ou d'être élu
dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne aux élections municipales. Mettons, un Allemand habite à Paris depuis quelques années, il peut se présenter à l'élection municipale de Paris. De même vous, plus tard, si vous voulez retourner à Cracovie en Pologne, ou alors, je sais pas, votre rêve, habiter en Slovénie, vous pourrez vous présenter aux élections municipales de votre pays d'adoption. Pratique. Dernière petite chose, tous les pays de l'Union européenne n'ont pas adopté toutes les mesures du traité de Maastricht. Par exemple, vous avez certains pays qui n'ont pas l'euro. Alors c'est le cas du Danemark ou alors de l'Angleterre. Vous savez, nos amis qui doivent partir depuis un moment. Enfin, l'espace Schengen, certains ne sont pas dans cet espace Schengen et vous ne devinerez jamais qui, l'Angleterre. C'est sur ce point que nous terminons. Je vous invite à bien remplir votre page 4 d'activité qui correspond à ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et à la prochaine, nous parlerons d'une autre chose déterminante pour l'histoire de l'Union européenne, l'entente franco-allemande qu'on qualifie parfois de couple franco-allemand. Auf Wiedersehen!